heureuse de vous accueillir au nom de la F3M pour cette conférence intitulée « Bien vivre son myélome au quotidien ». Alors, nous sommes déjà 120 personnes de branchées, nous en attendons jusqu'à 300, donc les conférences ont toujours beaucoup de succès. Et aujourd'hui, nous parlerons de questions qui préoccupent tous les malades du myélome, à savoir les douleurs, la fatigue, les troubles du sommeil, l'anxiété. Comment pouvons-nous y faire face au quotidien ? Du coup, petit rappel et bonsoir à tous. Donc, comme je vois que vous êtes déjà nombreux et habitués à l'exercice, n'hésitez pas à nous dire bonsoir et d'où vous venez. N'oubliez pas que l'espace chat est pour discuter entre vous, vous dire bonjour, dire si vous avez des soucis techniques, de son ou autre, et de bien mettre vos questions dans l'onglet questions, donc qui est juste à côté. Et s'il vous plaît, essayons de faire des questions à rapport avec la webconférence du jour. Et on le rappellera, ces webconférences n'ont pas pour objet d'être des consultations privées. Voilà. Alors, nous avons la chance d'accueillir 2 médecins. Alors, je vais laisser le docteur Sontag se présenter et nous attendons le docteur Macro qui est un peu retardé parce qu'elle avait une réunion. Docteur Sontag ? Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Cécile Sontag. Je suis médecin en hématologie à Strasbourg, à l'ICANS, donc au CHU de Strasbourg, et je m'occupe plus particulièrement du myélome. Donc, ce soir, c'est essayer de répondre à vos questions et puis aussi de vous donner des petites recettes qui souvent sont des recettes de bon sens pour essayer de mieux vivre avec son myélome au quotidien. Donc, j'aurai la chance et l'honneur d'être avec Margaret Macro, qui vient de Caen, et qui s'occupe du myélome depuis de longue date et qui a vraiment à cœur de mettre tout ce qui est activité physique et puis bien-être au centre de nos soins aussi, parce que nos thérapeutiques marchent de mieux en mieux, mais il ne faut pas oublier aussi une médecine plus globale qui s'occupe du patient de façon entière. Donc, c'est sûr que vous avez tous des traitements compliqués ou vous avez eu des traitements compliqués. Et ce soir, c'est plus la place à discuter comment gérer les effets secondaires des traitements, comment gérer le quotidien et comment vous redonner la pêche un peu dans ce mois de novembre gris et froid. Voilà. Sophie, je te laisse dire un mot. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, Claire va présenter et accompagner le docteur Sontag et le docteur Macro dans les présentations. Et moi, je relèverai toutes vos questions que je poserai à un moment opportun au docteur Sontag et au docteur Macro. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions tant que je peux. Je les transmets et nous espérons que les réponses, toutefois, vous conviendront. Voilà. Alors, je compléterai juste l'intervention de Sophie en disant que nous travaillons en binôme toutes les deux sur le cours numéro 10 du MOOC intitulé « Soins de support et thérapie complémentaire ». Voilà, donc nous sommes tout à fait dans le sujet ce soir. Et en plus, vous les avez en tant que tutrice aussi cette semaine sur le MOOC. Elles font la totale toutes les deux. Cette semaine, le binôme d'enfer. D'ailleurs, en parlant du MOOC, pour ceux qui l'auraient oublié, donc n'oubliez pas qu'il y a le MOOC Myélonet, il est actuellement tutoré. C'est très très simple, il suffit de vous créer un compte si ça n'est pas encore fait, donc sur af3m.org. Et du coup, vous pouvez voir les deux manières d'accéder au MOOC sur cette slide-ci. La première fois que vous vous connectez, on vous demandera un identifiant qui doit idéalement ne pas être votre adresse mail, ni votre numéro de téléphone, ni votre numéro de sécurité sociale, mais je ne sais pas, le surnom qu'on vous donne ou autre, voilà, quelque chose de sympa et votre qualité. Donc, si vous êtes patient, proche
proches patients, professionnels ou autres. Et dès que vous avez rempli tout ça, vous accédez techniquement à cette page-ci et vous pourrez aller donc dans les outils et les cours pour accéder à ce que vous voulez. Donc, tout est catégorisé. Vous pouvez juste consulter les thèmes qui vous intéressent. Et donc, comme je vous disais, le MOOC est actuellement tutoré. Donc, tutoré, ça veut dire quoi pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas? C'est que vous avez toute une équipe de tuteurs qui se relaient pendant 8 semaines pour répondre à vos questions que vous posez. C'est des tuteurs qui sont en général dans les mêmes conditions que vous, qui sont patients, proches patients et qui peuvent parler de votre expérience, de leur expérience, de vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à participer, à venir vous connecter jusqu'au 17 décembre, en tout cas pour la partie tutorée. Bien sûr, ce MOOC est ouvert sur toute l'année. On a actuellement 421 inscrits, 11 tuteurs à votre disposition et plus de 188 commentaires. Voilà, donc on espère vous voir très bientôt. Voilà, donc on rentre dans le vif du sujet, bien vivre son myélome au quotidien. Et donc, alors, nous allons parler de la définition des soins de support et des thérapies complémentaires et la diversité des soins et des thérapies proposées. Et comme je vous l'évoquais au tout début, donc on va parler des douleurs, de la fatigue, des troubles du sommeil et de voir comment on peut améliorer son quotidien. Je donne donc la parole au docteur Sonntag et je vois que le docteur Macro est arrivé. Donc, docteur Macro, si vous voulez peut-être juste nous dire 2 mots avant d'attaquer. Bonsoir. Oui, désolée pour mon retard, mais j'ai dû m'éclipser d'une autre réunion. Je suis ravie de participer avec Cécile encore à cette session, mais on est des vieilles habituées. Je ne parle pas de notre âge, mais dans le MOOC. Et je vois déjà que ça a démarré en trombe parce qu'il y a déjà plein de questions auxquelles il va falloir répondre de façon pertinente. Donc, je ne sais plus, la dernière fois, on avait alterné avec Cécile entre la présentation des diapos, la réponse. Donc, on s'adapte. Claire, c'est vous la… Alors, qui de vous deux, entre vous deux, qui souhaite démarrer sur la définition des soins de support? Je peux démarrer comme vous voulez. Donc, les soins de support, c'est une définition maintenant qui est consensuelle grâce à l'AFSOS, qui est l'Association française justement des soins de support en oncologie. Cela regroupe tous les soins, les moyens médicamenteux mais non médicamenteux nécessaires aux patients, parallèlement, à côté, on va dire, des traitements spécifiques, c'est-à-dire des traitements qui sont là pour traiter la maladie hématologique, en l'occurrence le myélome. Et ceci tout au long des traitements qui sont maintenant de plus en plus longs, puisqu'avec des traitements d'entretien, on part pour plusieurs années de traitement. Et l'objectif, c'est de diminuer et non seulement de diminuer, mais aussi d'apprendre aux patients à mieux vivre les effets, que ce soit de la maladie, mais aussi les effets secondaires des traitements. Et il y en a pour assurer une meilleure qualité de vie. Pourquoi? Parce que maintenant que nos médicaments, nos traitements ont permis d'obtenir des progrès vraiment très, très, très importants ces 10 dernières années, les patients vivent de plus en plus longtemps. Et ce qui n'était pas une priorité quand on a commencé à traiter les myélomes ou quand on est arrivé avec les nouveaux traitements il y a 15-20 ans, là est devenu une priorité. Les patients non seulement veulent vivre, mais aussi veulent avoir une vie de bonne qualité, se remettre au travail quand ce sont des patients jeunes, refaire du sport, avoir une vie sociale, etc. Et donc, c'est toute cette prise en charge à côté du traitement spécifique qui est concernée, qu'on regroupe sous le terme de soins de support. Et donc, ça va, comme on vous a mis ici, de l'hypnose à la réflexologie plantaire, l'activité physique adaptée dont on va reparler, les groupes de parole dont on pourra dire un mot, tout ce qui aide les patients, mais aussi les aidants, parce qu'il y a les aidants aussi dans l'histoire, il ne faut pas les oublier, à mieux vivre, c'est le thème du MOOC de ce soir, la maladie, et à mieux vivre les effets secondaires des traitements, qu'on ne peut pas totalement supprimer, malheureusement. Donc après, s'il y a des questions spécifiquement sur cette définition, mais je ne pense pas.
Alors oui, là j'avais remis les atteintes du myélome. Voilà, maintenant vous êtes des grands spécialistes puisque vous avez déjà assisté aux sessions précédentes. On parle du myélome symptomatique quand il y a des symptômes. Alors le principal symptôme étant l'os, donc avec sa décalcification qui peut entraîner des tassements de vertèbres, des fractures. Et donc on a, bien sûr, le meilleur traitement c'est de traiter la maladie, de bloquer les cellules plasmocytaires de la maladie. Mais on sait aussi que ce qui peut aider, notamment pour diminuer les douleurs, c'est le traitement associé par les biphosphonates qui bloquent les cellules qui détruisent l'os. Et les traitements locaux, par exemple, on a recours parfois à la radiothérapie, à des stabilisations de vertèbres. Donc ça, c'est des traitements associés pour prendre en charge la partie osseuse. Il y a l'anémie dont on va sûrement reparler quand on parlera de la fatigue. Donc ça, c'est le critère A. Donc l'os, c'est le critère B pour bone, c'est en anglais, l'os. Et puis pour le C, la calcémie, puisque quand on a une atteinte osseuse, on peut avoir un taux de calcium dans le sang qui augmente. Donc l'anémie, c'est le critère A de Crabbe. Et on sait qu'encore une fois, elle est là au diagnostic du myélome souvent, presque dans 2/3 des cas, qu'on peut la traiter en traitant le myélome et qu'on peut aussi s'aider de l'érythropoïétine. Mais contrairement à d'autres maladies, il faut faire très attention parce que dans le myélome, l'anémie diminue très vite quand le traitement est efficace. Et donc, il ne faut pas donner de l'érythropoïétine trop longtemps, sinon on risque de se retrouver avec un taux d'hémoglobine qui est supérieur à ce qu'on souhaiterait et il y a un risque de phlébite. Le R de Crabbe, c'est le rein, donc c'est l'insuffisance rénale. Donc ça, il n'y a pas de symptômes, le patient ne peut pas s'en apercevoir, c'est en faisant les prises de sang qu'on s'en rend compte. Et c'est surtout une complication qu'il faut prévenir. Donc on prévient les patients pour prévenir la défaillance du rein. Il faut bien boire, bien s'hydrater, surtout en été, ce qui n'est pas le cas maintenant, quand il fait chaud. Il faut éviter autant que possible des médicaments qui sont dangereux pour le rein. Il faut éduquer le patient et pas seulement les médecins, parce que c'est le patient lui-même qui pourra dire à un médecin, quand il appelle ce médecin parce qu'il a mal au dos, et que le médecin va lui prescrire un anti-inflammatoire, ah non, j'ai un myélome, je ne veux pas d'anti-inflammatoire, parce que les anti-inflammatoires sont pourvoyeurs d'insuffisance rénale, comme certains antibiotiques, mais pas tous. Bref, on essaye surtout d'éviter des complications qui conduisent à une défaillance du rein, parce que ça complique la prise en charge. Il y a des médicaments qu'on ne peut plus utiliser si le rein fonctionne moins bien. Dans les autres complications, on a aussi ce dont je parlais tout à l'heure, la phlébite. Donc, le myélome augmente le risque de phlébite. Les traitements qu'on donne, comme la cortisone à forte dose ou les immunomodulateurs, par exemple le Revlimid ou les lenalidomide, sont aussi pourvoyeurs de thrombose. Ils augmentent le risque de thrombose. Donc, il faut donner un traitement pour prévenir cette complication. Donc, vous voyez que ça rallonge déjà la liste des médicaments en plus des traitements pour la maladie. Il y a les infections dont on parle maintenant parce qu'en plus on est en pleine saison d'épidémie virale. Donc il faut prévenir avec les mesures d'hygiène qui maintenant sont rappelées par des campagnes nationales et on vous répète actuellement qu'il faut mettre le masque, se laver les mains, etc. Il faut se vacciner, se faire vacciner, on ne le dira jamais assez, mais il faut savoir aussi que certains patients ne répondent pas suffisamment au vaccin, donc ils restent immunodéprimés, non protégés, et donc il faut recourir plutôt aux mesures d'hygiène, voire parfois quand c'est une grippe ou un Covid au traitement spécifique. Il y a aussi des antibiotiques qu'on donne systématiquement en prévention ou des antiviraux qu'on donne en prévention avec le traitement du myélome. Et enfin, il y a la neuropathie, qui est une complication plus des traitements, je dirais, que du myélome. Elle est parfois associée au myélome, mais c'est plus rare. En revanche, on la voit avec des traitements au long cours, avec notamment maintenant, on utilise beaucoup moins le thalidomide, on utilise beaucoup le Revlimid, qui a été développé justement parce qu'il donne moins de neuropathie, mais on peut faire une neuropathie au Belcade, on en voit encore, même si avec l'administration sous-cutanée, on a beaucoup moins de complications de neuropathie grave, mais ça demande une prise en charge, et on va sûrement reparler tout à l'heure, qui parfois est très très difficile. On utilise des médicaments vraiment ciblés, on envoie des patients au centre de traitement de prise en charge de la douleur, on utilise aussi des techniques non médicamenteuses, etc. Donc ça fait partie de quelque chose qui gêne, handicape et
diminue beaucoup la qualité de vie, parce qu'avoir une neuropathie, c'est ne pas pouvoir faire du sport, marcher correctement, se chausser comme on souhaiterait. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Donc, les atteintes du myélome, il y a les atteintes spécifiques du myélome, donc c'est les critères CRAM qu'il faut prendre en compte. Et puis, il y a ce qui est plus une complication des traitements qu'il faut au maximum prévenir. Et parfois, il n'y a pas de prévention, par exemple, pour la neuropathie, qu'il faut prendre en charge avec des techniques médicamenteuses, mais pas seulement des médicaments, aussi ce qu'on appelait tout à l'heure les soins de support. Voilà. Donc, je vois qu'on vient de prendre les biphosphonates. Alors, c'est parce que je vois par hasard cette question. Je m'étais beaucoup intéressée à une époque. Alors, ils sont un peu passés de mode parce que les laboratoires n'en développent pas beaucoup et qu'on a des traitements qui sont maintenant de plus en plus efficaces et rapidement sur la maladie. Donc, l'atteinte osseuse est contrôlée plus rapidement. Mais il est systématique de les mettre en route. On donne surtout du zoledronate en intraveineux parce que Péros, ils sont mal absorbés. On le donne surtout au début de la maladie, quand la maladie n'est pas contrôlée. Mais quand la maladie est contrôlée, qu'on a une bonne réponse, notamment une réponse partielle, voire même une très bonne réponse partielle, on peut se permettre de les arrêter. Donc, je dirais que les 6 premiers mois sont importants. Après, une fois que la maladie est contrôlée, on peut se passer des biphosphonates. Alors, on demande aussi si on peut donner des exemples classiques de neuropathie. Donc, je vous avais parlé du thalidomide, qu'on donne beaucoup moins maintenant, qui donnait une neuropathie par atteinte. C'est surtout des neuropathies sensitives. Parfois, elles touchent aussi la motricité, mais c'est surtout la sensibilité. C'est des neuropathies qui sont donc classiquement bilatérales, ascendantes. Ça commence par les orteils, les pieds, et puis ça remonte vers la cheville, vers le mollet, et ça touche les doigts en dernier. Et avec les thalidomides, c'était très, très, comment dire, sournois, parce que les patients ne s'en rendaient pas compte. Il fallait que le médecin, il y a un questionnaire d'ailleurs pour ça, pose la question, parce que c'était des neuropathies déficitaires. Le patient ne sent plus, il a des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements, il a l'impression que les pieds sont enserrés dans les chaussures ou qu'il marche sur du sable ou des gravillons. Et avec le thalidomide, c'est cumulatif. Plus on donne le traitement longtemps, plus ça peut se produire, et en plus on ne récupère pas, on reste après avec ce déficit très handicapant. L'autre neuropathie qui est aussi sensitive, mais qui elle est douloureuse, n'est pas seulement déficitaire, c'est la neuropathie au Velcade. Donc comme je disais tout à l'heure, le Velcade c'est le bortezomib. Maintenant qu'on le fait en sous-cutané, c'est beaucoup, beaucoup plus rare, mais ça arrive encore d'avoir des neuropathies de grade 2, voire de grade 3, c'est-à-dire qu'un patient qui est handicapé, parfois qui doit pendant un certain temps se déplacer en fauteuil. Mais on est alerté parce que comme c'est des douleurs, les douleurs neuropathiques sont très particulières, c'est des décharges électriques, c'est des sensations de brûlure, le patient nous prévient et il faut diminuer très vite la dose, voire même arrêter quand il faut le Velcade pour que la neuropathie ne s'aggrave pas, et c'est une neuropathie qui souvent régresse pratiquement complètement. Il peut rester des petits déficits, mais par rapport au thalidomide, on a une bonne récupération. Mais par exemple, des patients qu'on veut mener à la greffe, c'est des neuropathies qui se déclenchent souvent vers le 2e, 3e cycle d'induction. On est très gêné parce que quand on fait la greffe avec le melphalan, qui est la chimiothérapie à forte dose, la neuropathie peut s'aggraver avec les phénomènes inflammatoires. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut prendre en charge. Il ne faut pas hésiter à demander aussi au centre antidouleur, parce que maintenant il y a des techniques, on met des stimulateurs en place, enfin on peut appliquer des patchs de capsaïcine, qui est la substance active des piments, qui peuvent aussi améliorer les symptômes. Alors, est-ce qu'on avance un peu ou pendant que... Voilà, la douleur. En fait, la douleur dans le myélome, c'est le symptôme révélateur, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le myélome est une maladie osseuse. Les plasmocytes sont des globules blancs qui sont dans la moelle osseuse, qui, comme le nom l'indique, est dans les os. Et l'un des symptômes révélateurs, c'est vraiment la douleur. La douleur qui au début peut être banale, c'est un mal de dos, mais qui s'accentue, qui ne cède pas au traitement, au calmant habituel, ce qu'on appelle les antalgiques, donc le paracétamol, puis un palier 2 comme
l'autopalgique et qui fait découvrir soit un entassement de vertèbres, soit des lacunes et parfois même des fractures spontanées. Donc ça, c'est vraiment la douleur de la maladie, de l'os. Alors, il peut y avoir d'autres douleurs. On a parlé de la phlébite tout à l'heure, ça peut donner une douleur, par exemple, dans le mollet, avec un gonflement, c'est d'un seul côté de la jambe, et c'est une douleur aiguë, puis le mollet qui devient dur, qui est gonflé, et donc il faut faire un Doppler pour confirmer qu'une veine s'est bouchée, donc c'est une thrombose. Les brûlures, je viens de vous en parler, donc c'est les douleurs de la neuropathie, donc plutôt liées au traitement, comme la phlébite, je vous disais, est plutôt liée au traitement, mais ça se voit aussi avant le traitement. Donc tout ça, ce sont des douleurs physiques. Et il y a là-dessus la douleur morale. Quand vous annoncez à quelqu'un qu'il a une maladie grave, il est tout à fait normal qu'il se sente atteint dans son intégrité, qu'il manifeste une douleur. Alors, les manifestations sont variables d'une personne à l'autre, mais il peut y avoir de l'angoisse, de l'insomnie. Donc, il faut prendre bien sûr en charge aussi cette douleur-là. Et j'insiste, mais il y a la douleur morale du patient, il y a aussi la douleur morale de l'accompagnant, qui se sont démunis et qui souffrent comme le patient, donc qu'il faut englober dans la prise en charge. Donc il faut prendre en charge bien sûr la cause, et il faut identifier la cause. Quand c'est une atteinte osseuse, il y a le traitement de l'atteinte osseuse. Par exemple, pour des tassements de vertèbres, on peut faire des traitements locaux qui soulagent très très vite, qui s'appellent la kyphoplastie ou la cimentoplastie. Donc on traite vraiment la vertèbre qui est tassée, on injecte du ciment ou on fixe chirurgicalement, on peut faire de la radiothérapie locale et le patient est soulagé très vite. Et puis il faut bien sûr traiter la maladie elle-même, le traitement du myélome qui dépend de l'âge, enfin du myélome lui-même et des protocoles de recherche ouverts ou pas. Et puis il y a donc le traitement général de la douleur. Donc on a parlé des antalgiques de pallium, c'est le paracétamol, le doliprane, pour ne pas le nommer. Les morphiniques, donc, qui sont le palier 2, voire la morphine, et non médicamenteuses. Alors là, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a bien sûr l'hypnose dans les traitements comportementaux, on peut dire, non médicamenteux. Et je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'était ici, les traitements spécifiques de la neuropathie. Donc, il y a les applications de patch de capsaïcine. Ça, c'est fait par les médecins de la douleur. Gabapentine ou prégabaline, ce sont des traitements, on va dire, à visée neurologique qui agissent vraiment sur la fibre nerveuse parce que les douleurs neuropathiques sont des douleurs particulières. Quand vous vous faites mal, vous vous brûlez, le système nerveux réagit normalement à la douleur, c'est-à-dire qu'il envoie un signal pour que vous évitiez la douleur. Par exemple, si vous avez une brûlure, vous retirez la main. Là, la douleur neuropathique, c'est vraiment une anomalie de transmission du signal, c'est-à-dire le nerf envoie un signal douloureux alors qu'il n'y a rien, on va dire, pour le déclencher. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plutôt des traitements à visée neurologique qui agissent vraiment sur le nerf, sur ce qu'on appelle la synapse. Et donc, c'est la gabapentine ou la prégabaline qui, le Neurontin, pour ne pas les nommer, ou le Lyrica, qui sont donnés dans ces cas-là à des doses variables d'une personne à l'autre, qui peuvent avoir des effets secondaires, donc il faut commencer le traitement à dose progressivement croissante, parce que ça peut entraîner des somnolences, des nausées, des troubles de la vigilance, enfin, c'est toute cette prise en charge de la douleur, on va dire, générale, qui donc, est là pour aider au début, pour contrôler la douleur liée à la maladie, donc avec l'atteinte osseuse, et après pour aider à la prise en charge des douleurs dues aux effets secondaires, et notamment aux neuropathies. Est-ce qu'on passe après la neuropathie, voilà, en fait, j'en avais déjà parlé avant, donc j'ai précédé les diapositives. Donc voilà, je vous parlais de la neuropathie associée au myélome, 20% diagnostic, mais elle est pratiquement jamais au premier plan parce que c'est souvent les douleurs osseuses. Hein, donc les patients ne se rendent même pas compte s'ils ont un peu de neuropathie. En revanche, avec les traitements, pratiquement 3 patients sur 4 maintenant ont des symptômes plus ou moins importants. Et donc le questionnaire dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le DEN4. Donc on pose les questions aux patients sur est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez des sensations de brûlure, est-ce que vous avez des courants électriques. Et donc en fonction des questions à partir de 4, on sait que c'est des douleurs liées à la neuropathie. Donc c'est une neuropathie qui est périphérique, qui est symétrique,
qui était déficitaire et augmenté avec la prise du médicament pour le thalidomide et qui en revanche qui ne dépend pas de la dose pour le Velcade puisqu'elle peut survenir à n'importe quel moment et qui régresse la plupart du temps. Donc si vous avez des questions sur les neuropathies, vous pouvez les poser en direct et j'y répondrai. Sinon, on peut passer à la diapositive suivante, peut-être, Claire. Sur macro, sur les neuropathies, puisqu'on est sur oui. le sujet, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui sont un peu démunis face aux problèmes que posent les neuropathies, qui ont déjà essayé pas mal de choses et puis les neuropathies sont persistantes. Est-ce que au-delà des médicaments, comme vous le disiez, prégabaline, gabapentin, etc., qui peuvent soulager, et encore, enfin, ça sera une question pour un peu plus tard, mais quoi qu'il en soit, puisqu'on est dedans, je vais vous la poser. Entre prégabaline et gabapentin, il y en a un des deux qui est classé comme stupéfiant. Oui, alors après, c'est effectivement, maintenant, on vous demande de faire des ordonnances sur des ordonnances sécurisées, comme avec la morphine. C'est des précurseurs, donc, mais qui n'ont pas énormément de différence ni dans le mécanisme d'action, ni dans l'efficacité, qui n'est pas non plus spectaculaire, c'est vrai. Hein. C'est des traitements plutôt d'appoint qui peuvent aider, mais qui ne règlent pas le problème de la neuropathie. Il y a des patients d'ailleurs qui arrêtent quand ils trouvent que ça n'est pas efficace. Et parfois, ils ont les effets secondaires de somnolence, de nausées, sans avoir l'efficacité. Donc, ce n'est pas du tout un remède miracle. Mais ça vaut le coup d'être testé. Après, la neuropathie, c'est vraiment, je pense, maintenant l'effet secondaire le plus handicapant pour les patients. Et en plus, c'est vraiment quelque chose de fréquent avec les traitements actuels. Donc, il ne faut pas hésiter à recourir à des traitements non médicamenteux. Donc, je parlais de l'électrostimulation, ça peut aider. Les patchs, ça peut aider. Le contrôle de la douleur, c'est une douleur très particulière, la douleur neurologique. Hein. Donc, tout ce qui est technique de pleine conscience, d'hypnose peuvent aussi aider à la prise en charge. Mais il n'y aura pas de niveau zéro. En plus, c'est des symptômes qui parfois peuvent fluctuer. Par exemple, quand il fait froid, quand les patients sont plus fatigués, plus anxieux. Mais la plupart du temps, on est démunis, en tout cas pour faire régresser totalement la neuropathie. On peut diminuer un peu les symptômes, on peut améliorer les choses, mais souvent, les patients restent quand même avec des séquelles et des symptômes, même des années après. Des massages, par exemple, est-ce que ça peut soulager? Oui, ça peut soulager. Il y a des applications de camphre, c'est des petites choses, c'est des petits appoints, mais tout ce qui soulage, et la réflexologie, on en parlait tout à l'heure, plantaire, toutes ces techniques-là, tout ce qui peut apporter un mieux, un confort, parce que c'est très subjectif, la douleur, et la douleur neurologique encore plus. Hein, c'est tout ce qui est phénomène anxieux peut l'augmenter, donc c'est très très mal vécu. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas là, mais le ressenti peut être amplifié. Donc les techniques c'est pour ça qu'on utilise aussi ces médicaments qui sont utilisés parfois dans les épilepsies. On utilise à un moment beaucoup les tricycliques qui sont à la base des antidépresseurs, parce que c'est un peu le même mécanisme et que la douleur chronique finit aussi par entraîner des modifications de l'humeur, voire même des vrais syndromes dépressifs. Parce qu'avoir mal tout le temps, une douleur chronique, c'est difficile à appréhender dans la vie de tous les jours. Il y a Catherine, je pense que vous allez pouvoir rassurer un petit peu, qui demande si les neuropathies qui se prolongent après l'arrêt des traitements, c'est un signe que le myélome repart. Ah non, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment l'effet secondaire du traitement. Les patients sont en rémission, la maladie est parfaitement contrôlée. Parfois, ils sont en rémission complète, il n'y a plus de traces de la maladie. Et ils gardent malheureusement ces séquelles de neuropathie qui les handicapent et qui empoisonnent leur vie, leur qualité de vie au quotidien. Non, le Lyrica ne permet pas la régression totale des neuropathies. En fait, le Lyrica, c'est un traitement antidouleur. La régression des neuropathies, ça voudrait dire que le nerf cicatrise complètement. Or, la cicatrisation des nerfs est très, très difficile. Il y a eu beaucoup d'effets
phénomène inflammatoire au départ, et c'est pour ça qu'il reste des séquelles. Une fibre nerveuse a du mal à récupérer totalement, à revenir comme elle est au départ. Hein. Alors, on peut peut-être maintenant aborder la question de la fatigue, qui est aussi un vrai souci pour tous les patients. Oui. Alors, un peu comme la douleur, mais peut-être encore plus, les causes de la fatigue sont multiples. Alors, la plus simple, la plus facile, on pourrait dire, c'est quand on découvre la maladie. On a parlé des critères graves. Vous vous souvenez, il y avait le A de anémie. Ben, c'est l'anémie. Quand on manque de globules rouges, qu'on a une anémie, on est fatigué, on ne peut pas faire les efforts habituels parce que c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène jusqu'au muscle, c'est le transporteur, l'hémoglobine. Et donc, si on en a moins, on a moins de transporteurs, on a moins d'oxygène qui arrive au muscle, et donc on est fatigué. Donc, l'organisme essaie de s'adapter. Par exemple, si on fait un effort, le cœur bat un peu plus vite, hein, on est en tachycardie, mais la fatigue, il n'y a rien pour la contrecarrer. C'est une espèce d'adynamie, on n'a pas envie de faire des choses, et quand on veut faire des choses, on a du mal à les faire parce que justement, ça ne suit pas. On traite la maladie, l'anémie régresse, comme je vous dis, en plus même assez vite hein, avec les traitements efficaces actuellement, et donc la fatigue peut disparaître. Mais il n'y a pas que l'anémie qui fatigue dans le myélome, il y a les traitements eux-mêmes, et par exemple le Revlimid ou l'énalidomide est connu pour donner de la fatigue, tous les imides en général, hein, le thalidomide encore plus quand on s'en servait. Et c'est pour ça qu'on recommande toujours de les prendre le soir, parce que si on est fatigué la nuit, c'est quand même moins embêtant pour les activités diurnes. C'est les traitements, c'est aussi les troubles du sommeil. On a parlé de la douleur tout à l'heure. Si la douleur n'est pas contrôlée en normal, si on est anxieux en normal, et si en normal, on est fatigué. Donc, comment contrecarrer cette fatigue? Il y a les traitements de la cause, quand il y en a une. S'il y a l'anémie, comme je vous disais, on traite la maladie, ça fait régresser l'anémie. On peut donner de l'EPO, mais à petite dose et en surveillant. On peut transfuser dans des cas où l'anémie est importante. Donc, tout ça, ça compense la fatigue liée à l'anémie. Après, si on n'a pas de cause identifiée, mais que c'est le traitement lui-même, ça devient plus compliqué d'avoir un traitement spécifique parce qu'on ne va pas arrêter le lénaludomide qui est très efficace, par exemple, à cause de la fatigue. Donc, il faudra agir sur le symptôme fatigue. Et pour ça, il y a un excellent remède. On n'insistera jamais assez, mais je pense que Cécile va vous faire la leçon tout à l'heure, c'est l'activité physique adaptée. Il n'y a rien de tel contre la fatigue que de bouger, hein, d'aller marcher dans la forêt, de faire un peu de natation. Enfin, il faut un peu se forcer au départ parce qu'on est fatigué, mais justement le fait d'avoir une activité diminue cette fatigue-là. On se sent beaucoup mieux après. Docteur Macro, encore une cause de la fatigue, et ça va correspondre à un certain nombre de questions aussi qui passent sur le sujet, ce sont les diarrhées. Il y a des gens qui sont qui ont une vie totalement dégradée avec ce problème de diarrhée, et quand on a un transit complètement anarchique comme ça aussi, ça fatigue. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui sont concernées? Il y en a beaucoup, des personnes qui sont concernées. Et encore une fois, c'est surtout les imides et notamment le Revlimid. Et on sait très bien que, comme dit parfois Cyril Hulin, une diarrhée de grade 1, 2, quand on est à la phase active de la maladie, on s'en fiche parce que on a les douleurs, on a d'autres chats fouettés, et puis de toute façon, on ne bouge pas trop parce qu'on n'est pas en forme, qu'on a l'anémie, les douleurs osseuses, etc. Alors que quand on va bien, que la maladie est en rémission, mais qu'on vous dit qu'il faut continuer le traitement d'entretien pendant encore 1 an et que la diarrhée en plus augmente souvent avec les mois de traitement, c'est une diarrhée qui est très particulière. Et c'est vrai que j'ai des patients qui me disent mais moi je ne sors plus parce que je sais que c'est la hantise de dire si je dois trouver des toilettes en urgence, etc. Et donc ça retentit énormément sur la vie sociale, ça entraîne la fatigue, parfois l'amaigrissement. Alors, il y a un traitement il y a des traitements antidiarrhéiques, mais qui souvent, malheureusement, ne sont pas très efficaces. Et il y a un médicament en revanche qui fonctionne bien en dehors de la baisse du traitement. Par exemple, si c'est du Revlimid, on peut diminuer les doses et augmenter un peu la phase de repos, passer d'1 semaine à 2 semaines quand
retentissement est important. Il y a le questran. Alors, j'ai vu passer tout à l'heure une question qui disait que le questran était en rupture de stock. Moi, je n'étais pas au courant parce que je l'ai prescrit encore il n'y a pas longtemps et il n'y avait pas de problème d'approvisionnement. Et ça marche très bien, ça marche tellement bien qu'il faut dire aux patients de le prendre à toute petite dose. Parfois, c'est un sachet un jour sur 2, voire sur 3, parce que sinon, on se retrouve avec le transit bloqué. Donc, le questran est très efficace dans la diarrhée liée au lénalidomide et permet de continuer ce traitement d'entretien qui est un traitement d'entretien très important. C'est le seul approuvé d'ailleurs pour l'instant, qui permet vraiment de retarder de façon très très nette, très importante la rechute et d'améliorer vraiment le devenir des patients. Donc c'est vrai que c'est un effet secondaire vraiment qui altère la qualité de vie, mais il faut mettre ça en balance avec le fait qu'il est efficace sur le retard de la rechute. Donc, il faut essayer de trouver le moyen. Alors, on peut parfois faire attention à l'alimentation. On peut avoir une consultation diététicienne qui peut adapter un peu le régime alimentaire, éviter les fruits, trop de légumes, etc. Mais c'est quand même une diarrhée particulière, celle qui est liée au lénalidomide. Après, il peut y avoir d'autres diarrhées. Et donc, je pense qu'il faut passer par l'essai du questran avant de jeter l'éponge et d'arrêter le Revlimid. Et concernant la fatigue, il y a Bernard, c'est Raymond qui me fait rire parce qu'il dit qu'il est fatigué d'être fatigué. Mais il faut qu'il fasse de l'activité physique. Mais comment vous arrivez à déterminer, peut-être par un questionnement, si les personnes sont fatiguées physiquement ou psychologiquement? Parce que cette fatigue-là aussi, elle est tenace. Ça, c'est en discutant avec le patient, hein, en voyant quelles sont les activités qui limitent. Il y a l'humeur aussi, ce qu'on appelle la thymie. Hein. Il y a des patients qui sont fatigués et tristes, qui ont des troubles du sommeil. Donc là, on rentre aussi dans le syndrome dépressif. Et donc, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à proposer une consultation avec une psychologue et voir s'il y a un vrai syndrome dépressif avec une adynamie, avec une perte du goût de vivre, de mettre en route un traitement antidépresseur. Il y a une différence entre la fatigue vraiment physique, où le patient continue à avoir de l'entrain, avoir des projets et à être limité dans l'activité justement par cette fatigue, parce qu'il a du mal à aller faire les courses, parce qu'il a du mal à transporter les paquets, parce qu'au bout d'une demi-heure, il est obligé de s'asseoir, ou parce qu'il doit faire des siestes de 3 heures tous les après-midi, alors qu'il ne faisait jamais ça auparavant. Et puis quelqu'un qui ne fait plus rien, qui n'a même plus envie de se lever le matin, parce qu'il a une réaction tout à fait logique, tout à fait normale, tout à fait compréhensible de dépression vis-à-vis de la maladie, au caractère chronique, aux effets secondaires, à la limitation de la vie sociale. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ça, je pense que c'est un peu l'expérience et puis la discussion avec le patient qui parfois a du mal à s'ouvrir au médecin, mais qui peut discuter aussi beaucoup avec, par exemple, les infirmières. Parfois, c'est les infirmières qui viennent nous rapporter des propos des patients, qui nous aiguillent aussi sur la piste de la fatigue et de la douleur morale et qui nous font réagir. Hein. On en parlera plus en détail après avec le docteur Sontag. C'est pas un cercle vicieux, cette fatigue qui empêche de sortir finalement, d'avoir une activité physique. Tellement on est fatigué, on n'a pas envie. Et moins on fait d'activité physique, et bien plus on est fatigué. Comment rompre ce cercle vicieux? Vas-y, Cécile. Ouais, je me disais, il y a souvent un déconditionnement et c'est ça qui est difficile en fait. C'est que le déconditionnement, ça veut dire que l'organisme, il s'habitue toujours à votre situation. Donc, au moment du début de la prise en charge du myélome, au moment où il y a des douleurs vives, c'est clair que c'est pas là qu'on va faire de l'activité physique. Il faut d'abord arriver à contrôler la maladie, à faire en sorte que les douleurs osseuses, elles s'améliorent avec le traitement et la prise en charge. S'il y a besoin d'une cimentoplastie, s'il y a besoin de traitement antalgique morphinique, c'est possible. Et je crois que c'est important ce soir aussi de faire remonter que si on discute de ça, d'activité physique et de qualité de vie, c'est d'abord et avant tout parce que les thérapeutiques ont permis de mieux contrôler la maladie.
Moi, je me souviens très bien, il y a 20 ans maintenant, c'était pas dans mes objectifs parce que les objectifs, c'était la survie du patient et voilà, j'allais surtout prescrire de la morphine en fait, hein, quand même au début quand les thérapeutiques n'étaient pas efficaces. Maintenant qu'on a des thérapeutiques qui contrôlent la maladie, on se rend compte qu'il faut aussi qu'on prenne soin de vous de façon globale. C'est-à-dire que une fois qu'on vous dit bah c'est bon, le myélome il est en bonne réponse, bah, parfois en face de nous on a des gens qui disent oui mais moi je vais pas bien parce que j'arrive pas à retrouver la forme, parce que j'arrive pas à redevenir comme avant. Alors on n'a pas de baguette magique, hein, il n'y a pas de médicament extraordinaire qu'on vous donne un comprimé par jour et vous avez la super pêche. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on sait que la maladie elle est contrôlée, que vous ne présentez plus de danger osseux, il faut discuter de comment redonner de l'énergie. Et redonner de l'énergie, il n'y a pas le choix le plus souvent de vous dire il faut arriver à bouger. Quand on écoute un petit peu les recommandations des médecins de rééducation fonctionnelle, ils disent que parfois ils ont l'impression de prêcher un peu dans le vent parce que c'est pas, bien sûr c'est dans l'air du temps de bouger, mais en même temps c'est difficile à faire parce qu'on a tous les jours envie de rester plutôt calé dans son canapé plutôt que d'aller bouger. Je veux dire, et je me mets dedans, hein, tout le monde. On est au mois de novembre, il fait moche, il fait nuit. Allez bouger, ils sont mignons, mais moi j'ai pas envie. Or, il faudrait arriver à se caler une demi-heure dans la journée où on bouge. Que ce soit, on va chercher le pain à pied le matin, peut-être que oui, peut-être ça. On va faire ses courses, on met la voiture un peu plus loin pour bouger parce qu'en marchant, en fait, en faisant de l'activité physique, vous allez garder une masse musculaire. Et c'est celle-là qui a tendance à baisser. Avec la corticothérapie que vous avez eue, avec les médicaments aussi, votre masse musculaire, elle diminue. Et puis, quand on est sédentaire, c'est-à-dire quand on ne bouge plus, la masse musculaire aussi, elle n'a pas tendance à grossir toute seule. Quand on a 20 ans et qu'on est en pleine forme, voilà, si vous restez sédentaire un petit peu, mais qu'ensuite vous faites du sport, ça marche. On garde une masse musculaire. Plus on avance en âge, plus ce mécanisme-là, il arrive plus de façon spontanée en fait. Et il faut entretenir la machine. Et pour entretenir la machine, oui, il faut bouger. Et les critères de l'OMS, c'est une demi-heure par jour. Je suis sûre que la moitié, voire les 3/4, voire les 90% d'entre nous, on n'en est pas là. On arrive déjà à 10 minutes, c'est déjà ça. Moi, ce midi, là, quand je remonte avec les internes en disant allez, on prend les escaliers, tout le monde qui me regarde, oh là là, t'es pénible avec tes escaliers. Et vous êtes en pleine forme, vous avez 20 ans, il y a 6 étages à monter, on peut les monter. Il faut, oh, Cécile, t'es sûre, monter les escaliers. Oui, vous voyez, même avec une population de jeunes internes de 20 à 25 ans, ils me regardent tous en me disant oh non, si on rentre avec elle, on va devoir monter les escaliers. Il y a certains pays où c'est une culture. En Norvège, par exemple, si vous allez dans un hôpital, il n'y a aucun soignant qui me prend l'ascenseur. C'est juste du vécu. Hein. Moi, ça m'avait étonné au début. Je me dis, ah bon, on ne prend pas l'ascenseur là, au 7e? Ah bah non. Les soignants montrent à l'escalier. En France, en Italie, on est plutôt dans la culture de la flemme, parce que, bref, pourquoi bouger? Il suffit d'appuyer sur un bouton, et c'est vrai. Alors, le patient myélome, le but, c'est pas de lui faire monter 6 étages à pied, mais c'est déjà de le faire marcher, d'arriver à retrouver une capacité physique douce. Donc, ne vous mettez pas à vous fixer 2 heures d'activité intense. Mettez-vous à vous dire, je vais déjà être à 10 minutes par jour où je prends soin de moi. Écoutez de la musique en même temps que vous faites du vélo d'appartement. Prenez une bonne compagnie pour aller vous promener en disant, cette fois-ci, on va bouger. Et en faisant bouger votre corps, vous allez vous sentir mieux. Ça se prescrit pas, mais ça se redit. Et je pense qu'on va être nombreux toujours à vous dire que c'est des règles d'hygiène de vie pour lutter contre notre société où on est à prendre la voiture pour faire 500 mètres. Quoi. Et plutôt à l'intérieur, plutôt à l'extérieur? Est-ce que quand on sort, somme toute, en prenant un bol d'air comme ça, la lumière du jour, je pense que c'est quand même ce qui reste le plus bénéfique en fait. On a besoin de lumière. Hein. Dans les pays nordiques, ils font de la luminothérapie. Ouais. Donc je crois que là c'est difficile. Hein. On rentre dans la période où pour ceux qui travaillent, on part le matin, il fait nuit, on rentre, il fait nuit. C'est difficile. Mais je pense qu'il faut essayer d'appeler ces moments de lumière pour essayer de bouger. Ouais. Alors. Je sors avec les collègues, à chaque fois je lui dis allez on fait le tour jusqu'à aller pour le self. Non, on passe par les couloirs, les souterrains. Je dis mais franchement là on peut sortir, il fait pas froid au point de pas pouvoir sortir et je pense qu'il faut qu'on appelle la lumière du jour. Ouais. Et je crois qu'il y a personne quand vous allez bouger, en général on regrette pas d'être allé bouger. Ce qui est dur, c'est d'enfiler ses chaussures, d'enfiler son manteau, de dire faut que je me bouge. Mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. Est-ce qu'on se fragilise pas finalement à rester toujours enfermé parce que je suppose que quand on est un petit peu fragile,
on doit regarder le temps en disant non, il pleut, je sors pas, non, il fait froid, je ne sors pas. Est-ce que finalement sortir et se confronter un petit peu aux intempéries, ben ça renforce pas non plus, enfin, je vais pas dire notre système immunitaire, mais est-ce que se confronter comme ça à l'extérieur, ça ne fait pas du bien plutôt? Je pense que oui. Après, c'est juste des règles de bon sens. Hein. Vous avez tous entendu, je pense, vos parents vous dire quand vous étiez enfant, couvre-toi. Ouais, le but, c'est pas de sortir en t-shirt quand il pleut et qu'il y a un vent horrible. Faut bien s'équiper. Alors, pas se suréquiper pour pas, je pense, transpirer trop, mais on est quand même dans un monde où on a les moyens de s'équiper par rapport aux intempéries actuelles. Vous voyez, on n'est pas au fin fond du Canada où il fait -20, quoi. Donc, dans nos contrées, habituellement, on a les moyens de se vêtir correctement pour pouvoir sortir sans se sentir en danger. Donc, après, bah oui, il faut bien se couvrir. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Si vous voyez encore une fois, moi j'ai une très bonne amie qui est suédoise. Moi, chaque fois qu'elle vient avec son bébé, la dernière fois, elle avait son bébé de 18 mois, et qu'elle lui fait faire la sieste dehors, moi j'étais là, la sieste dehors. C'est une culture de faire la sieste chez les gamins dehors. Moi, j'étais là, comme il faisait 5 degrés. Elle le mettait dehors sur la terrasse. Non, mais il est bien là pour dormir. J'étais là, voilà. On n'a pas l'habitude. Nous, on est dans un monde où on se chauffe, mais après, le but, je pense que c'est effectivement de bien s'équiper, de bien se couvrir, pas de se prendre en plein vent sous la pluie, c'est pas ça que je vous dis, mais oui, de se confronter à la nature aussi. Est-ce que ça fait pas du bien d'aller se balader en forêt? Je pense que si. Non, et Jean-Paul pose la question parce qu'il ne peut ni marcher ni faire de vélo. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme sport quand c'est comme ça, de la natation, par exemple? Alors, quand on ne peut pas marcher, il faut arriver à trouver comment bouger. Donc, il y a aussi des moyens d'adapter, même chez les patients qui sont en fauteuil. Hein, il y a des petits systèmes où on peut faire de la motricité avec les bras, comme une espèce de vélo à bras, si les bras peuvent bien bouger. Il y a tout ce qui est balnéothérapie qui peut se faire dans l'eau. Et après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire prescrire aussi des séances de kinésithérapie pour une réadaptation à l'effort. Quand même, les kinés, ça reste nos alliés quand on n'arrive pas à faire une activité physique de façon autonome. Oui, je pense que les kinés, c'est une bonne chose d'aller chez un kiné. Ils sont là pour ça et ils sont super bien équipés la plupart du temps. Donc, je pense qu'il faut demander. Donc, après, oui, là, c'était justement pourquoi vous motiver à faire de l'activité physique chez le patient myélome. Moi, je trouve que c'est quand même un message d'espoir parce que ça reste une pathologie où, si on m'avait dit il y a 20 ans que je parlerais de ça, j'aurais dit non. En fait, il y a bien des patients à qui on ne va pas dire de faire de l'activité physique, c'est les patients myélomes. Parce qu'à l'époque, le pronostic était quand même beaucoup plus sombre et vous aviez des thérapeutiques qui marchaient moins bien et il y avait une fragilité. Alors maintenant, bien sûr qu'on a fait des progrès dans la prise en charge du myélome, on a fait des progrès aussi par rapport au risque fracturaire, mais on sait que l'atteinte osseuse, une fois qu'elle est consolidée, si on veut arriver à ce qu'elle récupère aussi, oui, l'activité physique est bénéfique. Et il y a par exemple un exemple qui est assez flagrant et qui est tout simple, qui a été montré là en congrès, c'est l'effet des astronautes. Moi, j'y avais jamais pensé, mais quand on voit notre astronaute français préféré là, faire 2h30 de Thomas Pesquet dans son ISS où il fait 2h30 de sport par jour, c'est pas juste pour avoir une belle tête sur les réseaux sociaux. C'est d'abord et tout parce qu'il faut qu'il bouge. Parce que s'il ne bouge pas et qu'en apesanteur les astronautes, quand ils sont plus soumis à la pesanteur, ils ont une fonte musculaire qui est énorme. Et le principal risque, c'est pas tant la fonte musculaire, c'est l'atteinte ostéoporotique parce que quand on ne bouge pas, quand on n'est pas soumis à la pesanteur, en fait, l'os se fragilise et l'activité ostéoclastique est augmentée, c'est-à-dire que l'os devient plus fragile, en fait. Donc, par la même association, quand on a été longtemps à pas bouger, quand on a eu des biphosphonates, il faut ensuite remettre de l'activité physique progressive et douce pour pouvoir avoir un système osseux aussi qui se remet en bonne marche. Ça, c'est maintenant montré par des études scientifiques qui l'ont prouvé, en fait. Donc, oui, on va améliorer son état clinique, on va diminuer son risque fracturaire et on va stimuler son immunité. Et puis aussi, ça redonne la pêche. Ça, c'est clair que… Voilà, moi, les premiers patients qui m'ont convaincu de ça, c'était des patients sportifs. Parce que je me disais toujours, ils avaient été sportifs avant et ils récupéraient beaucoup plus vite que les autres.
Et ceux-là, ils n'attendaient pas que je les encourage à bouger, ils bougeaient déjà tout seuls. Et ils savaient en fait l'efficacité de l'activité physique sur leur propre corps. Alors en général, ils râlent parce qu'ils ne retrouvent pas l'activité physique comme avant, mais ils récupèrent quand même vachement mieux que les autres. Et à qui on s'adresse pour faire de l'APA, par exemple? Franchement, je pense qu'il faut essayer de trouver quelle est la solution qui vous convient à vous. Parce qu'il y a différentes options pour faire de l'APA. Il faut en discuter avec votre médecin, hématologue. Il faut aussi en discuter avec votre généraliste. Si vous vous sentez en difficulté et que vous avez des craintes de reprendre une activité physique, je pense que la première case, c'est quand même le kiné de proximité. Mais il faut qu'il soit informé de votre pathologie. Il faut qu'il sache qu'il y a un risque fracturaire pour pas qu'il vous propose des choses avec de l'impact. D'accord? Mais vous remuscler, lutter contre la sédentarité, ils peuvent tout à fait le faire. Et après, il y a certaines villes qui proposent du sport sur ordonnance. Donc ça, à Strasbourg, on a du sport sur ordonnance. C'est un peu le parcours du combattant pour les patients parce qu'il faut qu'ils trouvent quelle est la bonne structure sur laquelle ils puissent utiliser leurs ordonnances. Mais voilà, il y en a plein qui arrivent. Donc il y en a qui font du tai chi, il y en a qui font du yoga, il y en a qui font de la marche nordique avec une plus petite structure. Et je pense que le plus important après, c'est alors on peut s'adresser à la mairie dans certaines villes pour savoir où sont les structures APA. Le souci, c'est qu'elles naissent et qu'elles meurent parfois en l'espace de 2 ans. Et du coup, il y avait un truc qui existait, puis ensuite le coach, il est parti. C'est un peu ça qui est compliqué. Donc, je pense que la première étape, c'est les kinés. Et ensuite, c'est en discutant localement quelles sont les structures APA qui existent. Il y a la CAMI, qui fait aussi beaucoup d'APA et qui existe dans pas mal de villes de France. Et il y a Ciel Bleu, les associations Ciel Bleu avec un S, pas un C, qui sont aussi disséminées un petit peu partout en France et qui recensent les activités physiques adaptées. Et donc là, je vous ai mis des photos voilà, j'en ai encore d'autres. Hein. Je pense qu'effectivement, le risque, c'est de chercher ou de tomber, en tout cas, parmi des médecins et des naturaux trucs, parce que je ne sais pas quels sont leurs titres, hein, mais il y a un peu de tout, hein, qui vont vous dire, mais tout ce que vous avez pris, c'est toxique. Moi, je vais vous donner le traitement génial qui va vous désintoxifier, qui va vous enlever toute cette chimie que vous avez reçue en vous. Quand vous entendez ce discours, vous pouvez accrocher en disant, oui, c'est sûr, j'ai eu des traitements intensifs, mon organisme, il a été malmené par le traitement. Ça y est, je vais trouver un traitement qui me désintoxique. Le meilleur traitement pour vous désintoxiquer, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et de bouger. C'est pas de bouffer des pilules qui servent à rien. Donc là, je vous ai montré un peu quels sont les fake meds, enfin en tout cas les accroches que certains gourous essayent de mettre sur des pilules. Par exemple, sur celle-là, ils vous mettent un espèce de mélange de trucs chinois avec maitake, reishi, shiitake, parce que ça fait asiatique et du coup, ça voilà. Vous avez au-dessus, c'est marqué Deutsche Qualität en mode allemande parce que ça va rassurer le chaland. Et puis maximum NK-cell parce que ça fait scientifique et que les cellules NK sont des cellules de l'immunité. Donc, comme si on allait stimuler l'immunité en mettant des extraits de champignons qui, pour certains, enfin, un hématologue, ça lui fait plutôt peur de savoir qu'on va donner à son patient du bêta-glucane, qui est quand même un risque d'aspergillose pour certains. Donc, voilà, des conneries pareilles, ça se vend jusqu'à 120 € la boîte, quoi. Et c'est acheté sur Internet. Pareil sur les homéopathies de nos médicaments. Donc, voilà, vous en avez en toutes sortes qui existent, de l'homéopathie jusqu'au rayon X. Vous me direz quand même, quel est le médecin qui peut prescrire une connerie pareille, quoi. Donc, voilà. Et du lénalidomide, j'en ai en 9 CH, 12 CH, 15 CH. Et le problème, c'est que les patients, parfois, ils me disent « Ah, mais je préfère quand même le lénalidomide en gélule d'homéopathie. » Oui, sauf que là, pour le coup, vous prenez plus le médicament, quoi. Donc, heureusement qu'ils ont encore l'honnêteté d'en discuter avec moi, mais le problème, c'est qu'ils se font avoir par des gens qui leur promettent le fait, en général, le discours tenu est surtout n'arrêtez rien de vos chimiothérapies, mais je vous prescris quelque chose qui vous aide. Et petit à petit, on glisse vers « Ah, mais quand même, c'est moins toxique, c'est moins difficile et je le préfère. » Et c'est ça le risque de ces thérapeutiques associées qui vous rajoutent encore un médicament en plus et qui vous détournent de ce qui est un peu pénible mais bien plus efficace, qui est de vous bouger et de manger bien. Voilà, vous aurez beaucoup plus d'efficacité à vous prendre en charge vous-même qu'aller manger des comprimés qui vous promettent monde et merveille. Voilà.
Donc ça, c'était pour le coup de gueule contre les fake mails. Mais malheureusement, il y en a encore. Là, j'en ai encore eu une la semaine dernière. Voilà, elle m'a montré des gélules. Franchement, c'est des gélules, elles sont couleur arc-en-ciel. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est marqué favorise l'immunité et c'est ça, chercher ensuite. Je vous jure que le comprimé, il passe du bleu au jaune au orange. C'est assez joli visuellement. Bon, mais voilà. Et la dame, elle a payé très très cher en Suisse pour aller chercher ces super gélules. Ben, c'est de la bêtise en fait. Elle est en train de surtout grossir le porte-monnaie du médecin suisse naturopathe qui lui prétend qu'avec ça, tout sera guéri. Mais c'est difficile en fait. Parce que vous êtes aussi des cibles idéales pour ces médecins-là. Donc, l'activité physique, pourquoi est-ce qu'elle améliore l'immunité? On le sait par des études qui ont été montrées que quand vous allez bouger, non seulement vous allez améliorer votre masse musculaire, mais vous allez aussi diminuer l'inflammation qui est délétère dans votre organisme. Vous allez améliorer aussi la masse graisseuse qui va diminuer. Et vous allez stimuler vos propres cellules, que ce soit les monocytes, les macrophages, les fameuses cellules NK, voilà, mais avec une activité physique régulière. Donc, c'est pas 2 heures une fois dans la semaine, c'est plus 10 minutes tous les jours de bouger progressivement pour vous mettre en marche. Et il ne faut pas hésiter non plus à vous échauffer. Ça, c'est peut-être un message qu'on ne dit pas assez. Mais avant de sortir pour faire un effort, il faut s'échauffer. Et puis, c'est l'activité physique qui doit s'adapter à vous et pas l'inverse. Donc là, vous avez effectivement la photo d'une patiente bien âgée. On avait proposé une activité physique boxe, elle nous avait regardé avec des grands yeux. Et en fait, en bougeant, elle s'était sentie capable déjà de se lever alors que la première séance avait été faite assise, parce que en retrouvant la capacité peut-être de se battre un peu contre la maladie, elle avait dit mais je suis peut-être capable de faire quelque chose. Et cette dame après, elle s'était mise à faire de la marche nordique et elle était revenue nous montrer sa photo avec ses bâtons de marche au bord de la Bruche. Donc voilà, c'est juste retrouver le goût, l'envie et puis voilà la motivation. Et c'est normal qu'il y ait des jours où on n'ait pas envie. Il faut probablement le marquer dans votre agenda. Donc il faut travailler sans impact, essayer d'avoir un chaussage qui soit adéquat. Donc il faut avoir des bonnes chaussures avant de sortir pour minimiser aussi le risque de chute. Il faut s'échauffer. Donc avant de sortir, il faut bouger un peu les articulations, monter sur la pointe de pied, descendre, et seulement après on marche dans le froid, s'il faut, on s'équipe. La neuropathie, ça reste une trouble de la sensibilité avec du coup un risque de chute. Donc, faire attention, il ne faut pas hésiter à s'équiper avec des bâtons de marche par exemple, avec un déambulateur parfois c'est nécessaire parce que le but c'est pas de vous faire chuter dans les escaliers et il faut renforcer les muscles posturaux. Vous êtes, comme moi là ce soir souvent assis et puis avec la position comme ça là, donc faut penser à se redresser et travailler les muscles de la posture parce que plus on se tient droit, plus les muscles du dos ils sont aussi sollicités. Donc il ne faut pas oublier que c'est ces petits mouvements qui restent importants pour essayer de diminuer vos douleurs dorsales. Voilà. Et puis après, on disait quoi? Ah oui, la possibilité de... Alors, on a essayé avec LAF3M de mettre en place de l'activité physique adaptée en distanciel avec le Move. Donc ça, c'est la possibilité d'avoir accès à des coachs de sport par visio. La difficulté, elle est que c'est l'outil informatique, se retrouver avec un cours de sport non en présentiel, c'est parfois difficile. Pour certains patients qui sont adaptés à tous ces outils numériques, ça peut être une clé pour pouvoir bouger. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre hématologue. Il y a de nombreux centres en France qui ont ouvert. Je crois qu'on a le listing là. Voilà, des centres. Alors, c'est une étude, donc c'est ouvert et pour l'instant, on bute surtout sur le côté virtuel. Donc, il y a des patients qui sont ravis. Il y en a d'autres qui me disent c'est horrible ce truc, mettre une appli sur mon téléphone, je déteste. Voilà, les avis sont plutôt partagés. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui vous bloque. Je veux dire, ça, c'est une option. Et l'autre option, c'est de prendre votre veste, d'aller bouger, de demander à votre kiné, de retrouver dans votre ville ou dans votre village quels sont les groupes qui font de l'activité physique adaptée douce. Il y a toujours le moyen d'en faire. Donc, je pense que vraiment, c'est essayer de chercher par vous-même ce qui vous fait du bien. Parce que le but, c'est vraiment de vous sortir de la sédentarité. Et c'est ça qui est vraiment indispensable quand on a une pathologie chronique, quand on a des médicaments à prendre tous les jours et que parfois, le moral, il est un peu down, surtout au moment de l'hiver. Donc, moi, je terminerai en vous disant qu'à l'IMS, donc à Athènes, au congrès mondial du myélome,
c'était une des premières fois qu'il y avait une session orale avec un médecin qui est un Allemand à la base, mais qui est parti aux États-Unis et qui a montré sa propre clinique où il ne fait que de l'activité physique adaptée pour les patients de myélome. J'étais là, oh, je l'ai écouté avec intérêt. Je dis tiens, mais c'était assez bluffant. Alors lui aussi, il a monté des études avec du côté virtuel pendant le Covid. Alors il a épousé une infirmière qui s'occupe, qui est aussi coach de sport. Donc je pense qu'ils doivent parler que de ça à la maison. Et elle remet sur pied les patients après les autogreffes et elle remet les patients sur pied aussi en leur proposant des activités physiques adaptées. Donc ça faisait une plénière à l'IMS, c'était assez bluffant et il disait les mêmes principes en fait. Voilà, qu'il faut maintenant pour retrouver une activité adéquate, eh bien, vous encourager à bouger de façon quotidienne, vous encourager à avoir une activité physique et une alimentation la moins transformée possible. Donc, fuyez les machins pleins de gras et plein de sucre et puis allez bouger. Ça peut vous paraître bête comme conseil, c'est des conseils de simplicité, mais c'est pourtant une médecine de prévention dont parfois on s'éloigne avec nos thérapeutiques hyper complexes. Or, il faut qu'on pense à vous de façon globale. C'est-à-dire que, bien sûr, les thérapeutiques, c'est ce qui nous préoccupe au quotidien quand on vous voit vous battre contre le myélome, mais il ne faut pas qu'on oublie de vous dire, il faut aussi, de votre côté, arriver à prendre soin de vous, et c'est prendre soin de votre tête, prendre soin de votre corps, prendre soin pour aller prendre la lumière. Donc, voilà, c'est des conseils qu'on prouve. Hein, les oncologues ont montré des gains de survie avec l'activité physique, par exemple. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas applicable aussi sur les pathologies hématologiques. Voilà, j'ai beaucoup causé avec ça, mais après, vous aviez fait remonter des questions. Alors, peut-être. Oui, alors il y en a beaucoup, vous avez déjà répondu, hein, en particulier sur les neuropathies, sur l'APA, gabapentin, prégabaline, bon, comment accéder à l'APA en zone rurale. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de questions. C'est difficile de répondre absolument à tout. Et au-delà des excellents conseils que toutes les deux vous avez donné, beaucoup d'explications, pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus, d'autres pistes, etc., vous pouvez aller voir aussi donc le cours 10 où on a mis avec Claire beaucoup d'articles aussi, des références à des bulletins de la F3M, en particulier sur fatigue, douleur et anxiété qui avaient été traités pendant la journée nationale du myélome multiple. Et puis aussi quelques pistes. Donc, vous pouvez aller également jeter un œil. Et comme disent le docteur Sontag et le docteur Macro, faut essayer de bouger un petit peu, même si c'est pas facile parce qu'on souffre beaucoup. Voilà. Donc, Claire, je vais te repasser la parole. Oui, merci Sophie. Oui, et donc en bougeant un petit peu, finalement, on dormira mieux aussi. C'est peut-être. On est un peu dans la période de l'hiver où il y a beaucoup d'insomnie, ouais. Aujourd'hui, j'ai entendu parler que de ça. J'arrive pas bien à dormir et je comprends, hein, c'est pas facile quand on rentre dans l'hiver. Et justement, pour l'insomnie, qu'est-ce que vous préconisez des La lecture. Mais je me le dis à moi aussi. Enlever ce téléphone le soir, comme on dit aux gosses. Hein. Pas d'écran, pas d'écran. Pas d'écran. Des vrais livres. Les vrais livres, voilà. Distrayants. Pardon, Margaret ? Des livres distrayants. Oui, des livres qui font du bien. Il y a quand même, voilà. Et puis, je pense, essayer de manger pas trop tard, parce que parfois, on mange trop tard, et puis après, on a ce fichu portable, et voilà, arriver à prendre du temps pour se reposer, pour se détendre, travailler la respiration aussi, c'est tout bête, mais voilà. Moi, je sais que quand mes enfants n'arrivaient pas à dormir, ils me demandaient de leur masser la tête, et je me dis parfois, en fait, c'était ça qu'il faudrait faire, c'est-à-dire
c'est-à-dire juste arriver à se détendre. Moi, j'ai un fils qui adorait que je lui, il me le demande encore parfois, que je juste lui masse la tête pour se détendre le soir. Voilà, c'était les rituels, mais peut-être qu'on doit aussi s'appliquer aussi comme ça des petits moments de douceur où on prend soin de soi, où on respire, où on bouquine et on n'est pas dans le stress de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ah là là, j'ai eu une notification sur mon téléphone qui me dit qu'il y a encore un conflit. On est dans un milieu stressant et ce stress, il retentit aussi sur notre sommeil. C'est ça qui est difficile. Donc, il faut essayer de se prendre du temps de bienveillance aussi pour soi, peut-être tout simplement. Donc, il faut réveiller le conjoint pour avoir un petit massage du crâne en pleine nuit quand on se réveille. Voilà, c'est ça. Il y en a qui vont apprécier, je vous assure. Voilà, c'est pas compliqué, ça coûte rien. Bien, alors je pense qu'on arrive à peu près à la fin du temps imparti. Oui. Donc la prochaine conférence est prévue le 14 décembre et ce sera Karen Kreuter qui est oncopsychologue bien connue des adhérents à la F3M qui nous parlera de l'impact du myélome sur la vie relationnelle avec quelles sont les alliances proches aidants et malades. Comment tenir dans la durée, parce que c'est vrai que le soutien ponctuel, ça paraît assez facile, mais sur la durée, ça peut être très compliqué. Voilà, ce sera donc le prochain sujet. Et maintenant, il me reste juste à remercier le Dr Sontag et Dr Macro pour tous les bons conseils et toutes les bonnes pistes que vous nous avez apportées ce soir, avec un dynamisme qui nous fait du bien. Merci à vous. C'est réconfortant d'entendre ça et j'espère, on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions, mais au moins au plus grand nombre. C'est toujours un plaisir de participer avec une équipe totalement féminine à ces émissions. Je me permets juste de rappeler à tous ceux qui sont là ce soir et qui nous regardent, et même pour ceux qui regarderont donc en replay, nous animons aussi des ateliers, où nous avons fait animer des ateliers avec des sujets qui peuvent très bien vous intéresser, en particulier pour le sommeil, par exemple. Le dernier atelier, c'était sur la respiration. Tous nos ateliers sont visibles donc en replay également. Il y avait un atelier aussi formidable sur les huiles essentielles. N'hésitez pas, vous tapez atelier à F3M et vous allez avoir toute la liste de ce qui a déjà été proposé et vous trouverez peut-être aussi dans ces ateliers des petites réponses, des trucs, voilà, pour vous aider dans votre quotidien. Voilà, bien. Eh bien, merci à tous d'avoir participé et encore un très grand merci à nos deux médecins. Voilà, à très bientôt. Bonne soirée. À une prochaine. Bonne soirée, au revoir.